Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui, nous évoquons ces sujets qui fait débat aujourd'hui. Moi, j'ai dit qu'il y a rebondissement du débat sur le changement, la révision ou pas de la Constitution de la République démocratique du Congo. Les acteurs politiques, ceux qui sont dans l'opposition et ceux qui sont au pouvoir, s'entretuent. Ils sont debout, chacun tirant les draps de son côté. Ceux qui sont au pouvoir pensent qu'il faut à tout prix réviser ou changer la Constitution de 2006. Et ce que les opposants ne veulent pas entendre. Il y a aussi la société civile qui a un mot à dire, mais déjà, on sent aussi qu'il y a une partie de la société civile qui est d'accord avec le changement de la Constitution et une autre partie qui fait comme l'opposition dit, niet, pas question de toucher à la Constitution. Alors, je reçois sur ce plateau M. Jonas Tchombela. Il est le président de la nouvelle société civile du Congo et il va donner la voix de la société civile. Faudra-t-il changer la Constitution ou la réviser ou il faut maintenir celle qui existe? Monsieur Jonas Tchombela, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous appelons, nous vous invitons sur ce plateau pour écouter ce que la société civile du Congo pense sur ce débat de la révision constitutionnelle ou du changement de la Constitution. Vous êtes quelqu'un qui est un leader d'opinion, vous suivez les débats. Aujourd'hui, est-ce opportun de pouvoir toucher à la Constitution? Merci pour la question. Je pense que il ne faut pas alarmer l'opinion. Les gens sont traumatisés lorsqu'on parle de la révision ou changement de la Constitution, comme si c'était la première Constitution que le Congo avait, qui avait été changée ou qui avait été revue. Donc, il faut calmer le débat. Il est tout à fait normal dans tout le pays du monde. Lorsque le sujet lié à la loi fondamentale est soulevé, le sujet fait souvent l'objet de grands débats. Donc, pour moi, je trouve ce débat normal. Il faut le dépassionner, il faut donner les arguments des uns et des autres. Les voies de sortie existent. Est-ce que c'est opportun? Je ne sais pas. Cette constitution que nous avons, nous le savons tous que c'est une constitution qui est issue des belligérants. Il n'a été issu des individus qui n'ont pas été élus, qui n'avaient même pas eu le mandat de faire ça. Ça a été soumis au référendum. Vous le savez bien, une bonne partie de l'opinion était contre, compris moi-même. Je suis parmi les gens qui ont voté cette constitution, mais qui l'ont protégée aussi. Moi, je n'ai jamais voté cette constitution. Je me suis battu contre cette constitution. Malheureusement, la voix de la majorité a dominé à l'époque. Nous avançons. Nous pensons que nous devons revenir sur cette constitution. Alors, est-ce qu'il y a un moment précis dans ce pays, bien défini, qu'il faut, où il faut se pencher pour toucher à la constitution? Je ne pense pas qu'il y ait ce moment-là. Donc, à tout moment, on peut soulever ce débat. Donc, ce n'est pas un problème d'opportunité, mais c'est un problème de réajuster les choses pour que les choses soient recadrées. Cette constitution a été touchée en 2011. Ça n'avait pas tué personne. Comme disait Mende, le ciel n'était pas tombé sur les Congolais. Donc, nous pensons que de la même manière, on peut les toucher. Le problème, c'est qu'est-ce que nous voulons toucher? C'est ça, il y a le débat. Quand quelqu'un vous passe sur votre chaîne ou d'autres, ils disent que ne touchez pas la constitution, vous dites pourquoi il dit ça. Moi, je trouve qu'il est en train de chanter des choses
qui nous sont dictés ailleurs. Alors, si nous prenons le cas de Mukwege qui dit qu'on ne peut pas toucher à la Constitution maintenant, terminons d'abord la guerre. Non, le problème que vous en pensez? Non, le problème de parler de la Constitution n'est pas toucher à la Constitution. Il confond des choses. Ici, on fait le débat, c'est la possibilité de toucher ou non à la Constitution. Cela n'enlève pas la responsabilité congolaise de faire la guerre et de la terminer. Ça n'a rien, ce n'est pas incompatible. Donc le débat autour de la révision ou changement de la Constitution peut se poursuivre. En même temps, notre responsabilité de reconquérir tous les territoires occupés par le Rwanda reste absolue. Donc ça ne change rien. Donc vous dire que ça fait 30 ans que nous sommes dans ce cycle-là. Nous sommes dans ce cycle-là. Donc on se bat. Et là, nous sommes en train de nous en sortir, tant bien que mal, parce qu'en tout cas, à ce que je sache, quand j'ai vu le reculade des gens, des terroristes d'M23 et l'armée rwandaise, ils ont quitté Uvira. Donc je pense que nous sommes sur la voie de la recherche de la paix totale sur l'ensemble du pays. En même temps, nous parlons aussi comment nous allons nous gouverner dans l'avenir. Donc ça ne nous enlève pas, il n'y a pas un moment précis où il faut toucher à la Constitution, ne pas parler de la Constitution. Donc je respecte bien le docteur Mukwege, ce soit sa position, je sais pourquoi il le dit, mais je pense que ce n'est pas incompatible les deux. Et pourquoi cette tumulte parmi les Congolais? Pourquoi cette tumulte? Pourquoi le débat sur la constitution congolaise qui doit mettre les gens ensemble, qui doit réorienter les choses, ça crée des débats? Qu'est-ce que les opposants craignent? Qu'est-ce qu'ils craignent? Nous pensons surtout l'article à problème de 120, ils craignent que ça soit touché. Ils n'ont jamais dit qu'ils vont toucher à cet article. C'est de la spéculation. Un débat sur des spéculations, c'est un débat non-sens. Parce que les opposants, ce qu'ils craignent, c'est de la spéculation. Ils sont en train de réfléchir à la place de quelqu'un d'autre. Et qui peut faire foi à ça? Qui peut faire foi à ça? Dans tout le cas, c'est pourquoi j'ai commencé par vous dire, les gens doivent éviter de se faire traumatiser par ce débat, alors qu'il n'y a pas grand-chose. Nous sommes partis de 2 tours de l'élection présidentielle à un seul tour. Et c'était normal. Et si nous voulons toucher la Constitution pour revenir à cela, en quoi cela est mauvais? Et commencer à soupçonner des choses sur l'adversaire qui ne nous a même pas dit pourquoi, qu'est-ce qu'il veut changer dedans. Donc, nous ne pouvons parler sur ce débat d'illusion, où on suppose que tel doit avoir pensé faire ça. Ça, c'est pas normal. C'est pas rationnel. Lorsqu'on évoque les débats sur la révision de la Constitution, on pense que le régime veut rester en place avec à la tête le président Tshisekedi. Voilà pourquoi on ne veut pas entendre qu'il y ait changement de la Constitution. Ce qu'ils ne veulent pas vous dire, c'est que si c'était le cas, prenons quand même la version là, ce qu'ils ne veulent pas dire aux Congolais, que si jamais nous arrivons dans ces cas-là, eux aussi seront dans la course. Ça suppose qu'ils seront dans la course. Ce n'est pas, le changement de la Constitution ne profite pas qu'à Tshisekedi, profite aussi à ces opposants qui ont déjà dirigé le pays. Si nous sommes dans leur vision de compréhension des choses, ça ne profite pas nécessairement à Tshisekedi, ça va profiter aussi à ceux-là de revenir dans la course. Comment ça? Ah mais comment? Le président Kabila était président dans ce pays, non? Et ça peut profiter aussi de revenir. Vous ne pensez pas qu'on change la condition pour que Tshisekedi revienne seul? Non, parce qu'il y avait un autre ancien président, il peut aussi revenir, si nous prenons leur version là. Ce qui n'est pas encore le cas d'ailleurs. Donc nous ne pouvons pas commencer à dire que c'est parce qu'il est au pouvoir, il va revenir. Qui vous dit qu'on ne peut pas le battre? Soyons quand même rationnels quand nous disons des choses. Moi je n'entre pas dans le... C'est pour cette raison que je voulais expliquer un peu ici. Je ne veux pas que nous entrions dans le débat des personnes lorsque nous voulons toucher à la loi fondamentale. La loi, elle est impersonnelle. Nous ne pouvons pas commencer à les discuter sur base de Tshisekedi, sur base de Kabila, de Katumbi et de consorts. Non.
Parlons des lois qui vont réglementer des générations qui vont venir après. Nous étions dans ce piège-là avec le président Kabila. Le président reste en place jusqu'à ceci. Et on quitte, il sait que la majorité de l'opinion pays n'aime pas, il remène les élections d'un tour à deux tours, des débats personnalisés. C'est ce type de débat-là qu'il faut éviter. Et c'est ça qu'on va encore nous amener comme débat. Non, il y a nécessité de revoir cette constitution parce qu'il y a aussi d'autres choses. La constitution elle-même ne parle pas de changement, elle parle de la révision. Elle prévoit le mécanisme de la revoir. Et si ce mécanisme est prévu, pourquoi on ne peut pas l'activer? Et pourquoi on peut, de quel droit, quelle est la base juridique qui dit que ne touche pas? Il n'y en a pas. Il y en a qui disent que lorsqu'on parle de changement de la Constitution, c'est un putsch. On fait table rasa, c'est un coup d'État, donc on change tout et on met une nouvelle Constitution en place. Et lorsqu'on parle de la révision, on révise quelques dispositions et puis on avance. Alors, vous, au niveau de la société civile, vous soutenez le changement de la Constitution ou la révision constitutionnelle? Les arguments de changement seront développés. Les arguments de la révision seront développés. Ce n'est qu'à l'issue de cet exercice qu'on peut se faire une opinion. Quelle est l'option qui peut être adaptée à la situation congolaise? Mais brutalement comme ça, c'est difficile à dire. C'est pour cette raison que j'ai salué les débats sur la révision ou changement de la constitution. Tout ça, des expressions viendront. Mais au finish, nous aurons un consensus autour de quoi tous nous pouvons converger. À la limite, lorsque nous verrons que la classe politique n'arrive pas, ou la classe sociale que nous sommes, nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur la révision ou le changement de la constitution, nous irons vers le souverain primaire, au référendum. Et il va trancher. Et le souverain primaire nous dira quelle est l'option qu'il veut. Donc, ce souverain-là ne peut pas se trancher facilement s'il n'y a pas de débat en amont. C'est pour cette raison que moi je dis, calmons-nous, que le débat continue. Parce qu'à un certain moment donné, il y a des débats. Le problème, c'est qu'au Congo, même si vous toussez, on sait qu'il a toussé sur la toux de l'opposition. Quand vous toussez, non, ça c'est la toux de la majorité. Tout le monde a tout politisé. Même ce qui est rationnel a tout politisé. Moi, j'ai interviewé dans ce débat sans parti pris, parce que j'estime que, même si aujourd'hui, hier, on a refusé à Kabila de revoir la Constitution. Aujourd'hui, nous refusons à Tshisekedi de revoir la Constitution. Mais à quel moment et à quel Congolais nous allons accepter qu'il puisse activer la révision ou le changement de la Constitution? Il y aura toujours à la tête de ce pays un Congolais. Il y a toujours un Congolais. Il y a plusieurs raisons qui nous poussent. Moi, comme je vous dis, je n'avais jamais voté cette Constitution. Pourquoi? Parce que ce pays a une tradition de constitution qui ont été modifiées et changées. Donc ça devait déjà avoir une vie dans notre communauté, une culture d'avoir connu plusieurs constitutions et qu'on peut les changer. Maintenant, le problème. On peut revoir certaines dispositions de la Constitution qui posent des soucis, les questions de nationalité par exemple, les questions d'abandon des territoires nationaux par exemple au profit de l'Union africaine alors que notre pays guettait pour la balkanisation. Donc toutes ces petites dispositions de ce type-là, on peut y aller. Là, le fameux article 220, j'ai suivi le professeur Kalouba. Le professeur Kalouba est dit, mais l'article lui-même n'est pas protégé. Mais c'est la matière qui est dedans qui est protégée. Vous voyez, maintenant on peut peut-être réviser pour protéger l'article. Donc il ne faut pas commencer à crier comme si on peut protéger l'article. Lorsque le deuxième vice-président du Sénat dit que la Constitution n'a pas de problème, les textes légaux n'ont pas de problème, ce sont les acteurs qui ne veulent pas les mettre en pratique. Vous êtes aussi de cet avis? Et le problème d'homme et le problème du texte, je ne pense pas que ce soit le débat en ce moment ici. Les débats en ce moment, vous devez comprendre la classe politique qui nous a amenés, les belligérants. RCD Goma, le MLC, le PPRD, toute sa bande, les UDPS aussi, ils étaient à Sun City, et même ils avaient battu campagne contre cette constitution.
je ne pense pas comment encore va en connaître réellement. Voyez-vous que l'IDPS est resté logique. Ils étaient contre cette constitution. J'ai suivi, paix à son âme, fait Étienne Tshisekedi. Une fois ils sont au pouvoir, ils vont revoir cette constitution. C'est dans leur projet. Le refuser ce débat-là, ça devient un problème. Ils sont restés logiques parce qu'ils ont voté contre cette constitution. Et ils sont au pouvoir, ils estiment que ce qu'ils voulaient faire de cette constitution peut revenir au rendez-vous. Donc ils sont logiques. Donc il faut ouvrir ce débat-là. Donc le problème d'homme et de ceci ne se pose pas. On suit aussi les professeurs Mbata qui défendaient la même constitution, qui disaient même que toucher à la constitution c'était une infraction imprescriptible. Aujourd'hui, les gens pensent qu'en réunissant les gens pour colloque, c'est une façon de les amener à pouvoir changer, et il a changé même les dires. Mbata, il a dit quand il était dans l'opposition, il n'avait pas l'exercice réel du pouvoir. Vous voyez ça? Il n'avait pas l'exercice. Je ne suis pas son avocat, mais j'estime qu'il n'avait pas l'exercice réel du pouvoir. Maintenant qu'il est entré dans le système, il a compris l'exercice réel du pouvoir et le problème qui se pose dans la constitution. Là, il était dans l'illusion à l'époque d'ailleurs, parce qu'il pensait que la constitution était fiable, était ceci. Maintenant, il est dedans, il comprend ce qu'il voulait changer, et alors les rejoindre. Mais ça devait être logique, non? Ceux qui ont voulu changer la constitution hier, ils ont convaincu ceux qui refusaient, ils les rejoignent. Pourquoi ça devait faire débat? Et ceux-là, comment ça dit, on ne change pas? Vous voyez, de qui on se moque? J'ai suivi également Delis Esanga, son extrait lorsqu'il réclamait qu'on puisse changer la constitution, mais aujourd'hui il est dans les temps. C'est là où ils se font disqualifier. Regarde, hier, c'était l'UDPS qui n'avait jamais voté cette constitution, l'UDPS qui refusait la révision de cette constitution, rejoint aujourd'hui le camp de ceux qui voulaient changer la constitution, et ceux-là se tournent. C'est le cas de M. Delis Esanga, c'est le cas des autres aujourd'hui. C'est se tourne. Maintenant, on tourne qui en rond? C'est le peuple. Voilà pourquoi le débat doit être posé. Oui, voilà pourquoi le débat doit être posé. Hier, vous refusez, aujourd'hui, vous acceptez. Maintenant, si les gens ont évolué, alors, posons les questions claires. Qu'est-ce que nous voulons changer? Hier, parce que vous l'avez défendu. Qu'est-ce que nous voulons changer dans la Constitution? C'est le débat de fond qu'il faut aller chercher. Donc, je pense que le professeur Mbata, hier, il n'avait pas compris. Maintenant qu'il est arrivé au pouvoir, il a compris la réalité, il rejoint le camp et le camp s'esquive. Alors, est-ce qu'on peut soulever même ce débat pendant que nous sommes en guerre, Monsieur le Président? On dit que, vous dites bien, on ne peut pas changer ni refuser. On ne dit pas, on n'interdit pas le débat. Le débat, on n'interdit pas. Voilà. Mais est-ce qu'on peut changer aujourd'hui là, ou réviser aujourd'hui là, pendant que le pays est en guerre? Mais, les débats doivent se poursuivre. La question de résoudre la question de la guerre doit se poursuivre. Vous voyez ça? Parce que cette constitution a été changée en 2011. J'étais toujours dans la guerre, hein, n'oubliez pas. J'étais toujours dans la guerre. Ça fait 30 ans que nous sommes dans la guerre. Est-ce qu'on avait violé la constitution? On ne l'avait pas violée. Ça, c'est la première question. Deuxièmement, pendant que nous battons pour comprendre quelle est l'option qu'il faut pour cette constitution, il faut aussi que les gens qui ont l'effectivité de pouvoir se battent comment arrêter la guerre. Jusqu'à la preuve du contraire, aujourd'hui on n'a pas changé la constitution, mais il y a un débat sur le changement ou révision de la constitution. Il n'y a pas de changement de la constitution aujourd'hui. Lorsque la question se posera, on verra est-ce que les conditions sont réunies pour qu'on arrive au changement. Là c'est un autre débat. Pour le moment, je ne vois pas où est-ce qu'on a changé la constitution. Ce n'est qu'un débat. Pourquoi on doit fuir les débats? Je pense que les tenants de non-changement ou révision de la constitution doivent développer des arguments qui doivent convaincre la communauté. Les tenants des révisions ou changement de la constitution doivent aussi développer les arguments qui vont convaincre la communauté. Et la communauté peut apprécier quel est le camp qui est plus proche de la réalité, qui respecte la situation du pays ou le contexte, qui prend en charge le problème de contexte du pays. Donc ça, c'est tout un débat. Donc,
En ce moment, on ne peut pas refuser le débat parce que nous sommes en guerre, on ne peut pas refuser le débat parce qu'il y a l'état de siège. Quand il se posera la question de changement ou révision de la constitution, nous verrons est-ce que les conditions sont réunies pour y arriver. Ce n'est qu'un débat. Donc on ne peut pas esquiver ce débat-là en se cachant derrière cette... Parce qu'on peut aussi lever l'état de siège. Alors, on peut lever l'état de siège. S'il faut revenir un peu dans le fond des quelques points qui sont évoqués par ceux qui pensent qu'il faut changer la Constitution. Prenons par exemple le cas du mandat du chef de l'État. Il y en a qui pensent, Ndaïwel avait dit qu'il faut aller à 9 ans, non renouvelable. Il y en a qui soutiennent qu'il faut à 7 ans. 5 ans, ça ne permet pas au président en place de pouvoir bien exercer son pouvoir. Les timings, vu que le pays est encore sous-développé, il y a beaucoup de priorités, et donc il faut lui donner le temps de travailler. Et il y en a qui pensent qu'il faut maintenir les 5 ans. Et vous, qu'en dites-vous? Moi, je suis dans le camp de ceux qui pensent qu'il faut évoluer. Je vais y aller avec un cas un peu concret. Vous voyez, le président Tshisekedi, parce que c'est le deux que nous avons connu, Kabila et Tshisekedi. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a commencé à initier certaines activités ou certains programmes. Mais je constate, curieusement, c'est au bout de 7 ans que nous commençons à voir certains fruits. Là, ce sont vos constats. Et je constate. Je prends le cas des universités. C'est après 7 ans qu'on peut commencer à voir la première université, la deuxième, la troisième, ainsi de suite. Ça suppose que le temps qui est donné à celui qui prend le pouvoir, pour réaliser certaines de ses promesses, il faut quand même partir sur une base objective. C'est comme je vous le dis là. Je pars sur ces constats-là, je me dis, mais si on évolue de 2 ans, ça ne peut pas changer les choses. Parce qu'on peut voir le premier résultat. Et je suis d'accord avec le professeur Nawel qui pensait que quelqu'un, parce qu'on veut longtemps, 9 ans, j'ai trouvé aussi que c'était un peu trop. C'est comme ça que moi... Trop, mais non renouvelable. Et ceux qui soutiennent 7 ans renouvelables. Voilà. Je crois que si nous allons dans cette compréhension de choses, on peut arriver à quelque chose. Parce que dans les 5 ans, les grands ouvrages ne peuvent pas produire. Vous allez me dire qu'il y a la continuité de l'État. Mais dans nos pays ici, qui a vu ce qui a été initié par les autres continuent? Allez vers la gare centrale, il y a un immeuble là-bas, qui était laissé là-bas, qui a continué avec. Oui. Nous n'avons pas la culture de la continuité, nous n'avons pas un programme national sur lequel peut chacun s'inspirer une fois il a le pouvoir. Ça, il doit faire. Et ça, si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre qui viendra va le faire. On n'en a pas. Donc vous êtes d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut aller à 7 ans? Il faut évoluer. Il faut aller à 7 ans. Je pense qu'il faut évoluer pour équilibrer un peu les choses. Je parle seulement d'un constat. Je ne dis pas que c'est une vérité, mais je pense que c'est ce que je constate. On a initié des projets de ceci, de cela, mais ce n'est qu'à 7 ans qu'on voit des ouvrages être livrés. De ce trempe-là. Les grandes universités, à l'Équateur bientôt, à Bunia, je crois, Butembo, je pense, Bunia, Butembo, dans le Dékassai. C'est un territoire. Oui, tous ces petits programmes-là, dans 4 ans ou 5 ans, il est difficile de les percevoir. Mais quelqu'un peut avoir le minimum de temps de les avoir dans un espace de 7 ans, je crois que c'est quand même le minimum. Si c'est renouvelable une fois, et cette fois-là, il ne faut pas laisser la brèche, parce que là, on a mis des matières aujourd'hui qui sont qu'on ne peut pas toucher, mais on n'a pas protégé l'article lui-même qui contient ces matières. C'est une opportunité de voir comment alors aider à cet article pour que cet article prochainement ne soit pas touché. Et bien d'autres questions de nationalité. Alors, Reverend, vous avez parlé de la nationalité. Il y en a qui pensent aujourd'hui qu'il ne faut pas rester avec une nationalité, et comme c'est écrit, la nationalité congolaise est exclusive. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on doit ajouter d'autres nationalités ou bien on doit maintenir cette disposition telle qu'elle est
la nationalité Mais congolaise. le contraire nous rattrape, parce que beaucoup de dirigeants congolais qui sont au Parlement sont de double nationalité, malgré ce qui est écrit dans la Constitution. Pourquoi alors ne pas le cautionner dans la Constitution? Pour que ce soit réel. Parce que nous le vivons. Nous le vivons. Beaucoup de nos dirigeants sont des réalités congolaises. Sont des réalités. Et il faut donc adapter la Constitution à cette réalité-là. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que la Constitution nous interdit d'avoir double nationalité. Mais ce que nous dirigent, certains ont des doubles nationalités, même trois. Ça, c'est une réalité. Et vous êtes de quel côté? Mais moi, je pense qu'il faut que je m'adapte à ça. C'est une réalité qui nous est imposée et que nous vivons et que nous ne pouvons pas éviter. Donc, il faut qu'on arrive à cette réalité-là. Et en quoi la seule nationalité peut gêner, peut déranger les choses? Mais la position pas d'une seule nationalité aujourd'hui. Mais ce que nous vivons, c'est le contraire. Avons-nous violé la constitution? On ne l'a pas violée. Rien ne nous garantit que demain, parce qu'il y a nos femmes, nos filles, nous-mêmes, les hommes, nous sommes en contact avec plusieurs nationalités. Aujourd'hui, le monde est en train de devenir un pays. C'est une réalité que nous avons, qu'on ne peut pas éviter et qu'on ne peut pas... Alors, pourquoi ne pas ouvrir cette brèche et officialiser? Quelqu'un peut avoir une autre nationalité, mais peut-être renforcer avec des mécanismes tels que, une fois que vous êtes dans la peau congolaise, il faut faire preuve que vous êtes loyal aux idées et au projet de société de la République démocratique du Congo pour ne pas faire l'argent double. Pour ne pas faire l'argent double. Donc, qu'on le veuille ou pas, ça sera violé. Le moratoire, depuis Kamere, quand il était président de l'Assemblée, à l'époque, le moratoire existe jusqu'à aujourd'hui. Quand on voulait soulever cette question, José Makila est venu avec une longue liste. Tout de suite, taisons-nous. Et souvent, c'est la classe politique. Alors, allons vers la réalité, vivons là, au lieu de commencer à l'esquiver comme s'il y avait un problème. Comment voulez-vous cette constitution? Et là, vous mettez de côté ou en péril la loi Tchani des pères et des mères. Vous savez, cette loi-là, moi, la double nationalité. L'avantage de on risque de donner le pays aux étrangers, c'est ça la crainte. Les étrangers ne prendront pas le pays si nous n'avons pas cautionné qu'ils prennent. La loi de Tchani, si même elle n'est pas votée au Parlement, elle est votée dans les têtes des Congolais. C'est-à-dire, le jour des élections, ils verront de quel côté a les intérêts. Ils iront voir ce qu'ils vont faire. Mais cette loi-là, ne craignez pas ne vous en faites pas. Ne craignez pas la corruption qui circule pendant les élections. Ne vous en faites pas. Cette loi-là, ce n'est pas en l'adoptant qu'on va corriger. Je vais vous donner un exemple. Nous avons des gouverneurs de nos provinces. Ils sont dans leur province où ils sont nés. Par le père, par la maman. Qu'est-ce qu'ils font comme travail pour le bien-être de la communauté? Donc cette loi n'apporte pas une garantie réelle, non? Si vous aller vers les choses, n'apporte pas une garantie. Parce que le gouverneur de province aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils produisent comme résultat pour leur communauté? C'est des querelles longues. Allez au Congo central. Allez à Tchop. Oui. Donc, c'est nous ramener à une situation qui n'est pas réalisable, mais qui est quand même mentalement acceptable. Donc, je prends le cas des gouverneurs qui sont nos dirigeants dans nos provinces, mais le résultat est celui-là. Ils sont des pères et des mères. Mais quels sont les résultats? Et parce que vous avez touché au gouverneur, il y a un autre débat constitutionnel là-dessus. Il y en a qui pensent qu'il faut, premièrement, la forme de l'État, il faut revenir à nos 11 provinces. Et d'autres pensent qu'il faut, même pour les élections des gouverneurs, ils doivent être élus au suffrage universel. Il faut supprimer les sénats, les assemblées provinciales. D'accord avec ces pensées-là? Là encore des raisons qui font que je puisse voir cette constitution. Vous savez qu'aujourd'hui, le gouvernement central est tenté de violer cette constitution à longueur de journée, en suspendant le gouverneur, en rappelant le gouverneur à Kinshasa, en le maintenant ici, illégalement. Ne peut de mettre au jour d'aujourd'hui le gouverneur, c'est l'Assemblée provinciale. Ce qui n'est pas le cas.
le gouverneur aujourd'hui peut être démis de ses fonctions par le ministre de l'Intérieur. C'est illégal. Ça viole la Constitution. Tout doit être clarifié dans la Constitution. Donc, le gouverneur supprime. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut supprimer le Sénat. Il faut supprimer le Sénat. Mais l'exercice du pouvoir, on doit revoir comment les gouverneurs dans les provinces peuvent cohabiter avec les assemblées provinciales. Réduire de 26 à 11, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la décentralisation doit être revue. Cette politique-là a été mise en place, mais n'est pas réellement effective. Et pourquoi? Mais parce qu'il y a une volonté de centraliser les choses. On tourne toujours dans ça. Depuis qu'on a parlé de retenue de 40% à la source, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Oui, mais il faut revoir. Lorsque vous voyez comment les gouverneurs sont élus, beaucoup plus ça passe par la corruption et des gens corrupteurs, pensez-vous qu'ils peuvent bien, alors que les gens pensent qu'il faut que le président de la République nomme les gouverneurs ou à défaut il passe au suffrage universel comme les députés qu'ils soient élus dans la province. Et parce qu'on a fait autant d'années dans cette façon de faire et ça n'évolue pas, vous l'avez décrit tout à l'heure. Oui, mais c'est ça qui justifie même que nous devons revoir nos textes pour les adapter à notre réalité. Tout ça sans tenir compte des animateurs du pays. Ouais, ça, sans tenir compte de Tshisekedi, de Kabila, tenir compte de... Ce sont des problèmes qui se posent à nous. Mais sommes-nous devenus imbéciles pour ne pas les résoudre? Vous êtes tenté d'évoquer des cas réels qui posent problème et pour les résoudre, il faut passer par cette condition. Même l'Église catholique, l'ECC, et il parle de la refondation de l'État. Je me suis posé la question, quand il parle de la refondation de l'État, c'est sur quelle base? De cette constitution ou d'une nouvelle constitution? Vous voyez déjà? Donc, ils se sont piégés eux-mêmes. Vous voyez, il parle de la refondation de l'État. Alors, ce n'est pas parce que tel le pouvoir qu'on ne peut plus parler. Déjà en filigrane, on peut lire qu'il faut revoir des choses ce que nous avons effectué, que nous effectuons aujourd'hui pour améliorer notre avenir. C'est pourquoi il parle de vivre ensemble. Mais dans leur projet, ils font table rase de ce qui existe. Ah, voilà. Vous voyez déjà qu'il y a un débat sur la révision de la Constitution, même qu'on n'a pas cité le mot Constitution. Parce qu'on ne fera jamais la refondation de l'État si on ne passe pas le texte qui réglemente la nation. C'est déjà quelque chose. C'est un acquis. C'est question de les approcher. Qu'est-ce qu'ils entendent et comment on peut le faire. Ça, la méthodologie, comment y arriver, on peut toujours parler. Donc, c'est pourquoi moi j'encourage et je soutiendrai, et je vous annonce ceci d'ailleurs, que dans les jours à venir, nous, au niveau de la société civile, nous allons engager de grands débats avec la classe politique et avec les églises sur cette question fondamentale qui engage l'avenir de notre pays. Des grands débats seront développés pour qu'on éclaire les souverains primaires. Le moment venu, lorsqu'il sera sollicité, qu'il agisse en âme et conscience. Et nous devons nous mobiliser. Pourquoi nous mobilisons? Parce que j'ai entendu quelqu'un critiquer le professeur Bochab. Il a dit que la Constitution de 17 ans, il n'y a pas un moment donné, il faut revoir la Constitution. Et là aussi, le professeur Bochab est clair. Il cite les auteurs qui ont attesté ce qu'il a dit. Mais ceux qui ont répliqué avec des choses scientifiques, c'est répliqué avec des notions scientifiques. Il a cité l'ouvrage, cite aussi l'ouvrage, il dit le contraire. On a 50 ans, on n'a rien fait, mais à 17 ans, est-ce qu'on peut... Oui, donc, n'entrons pas dans les discours et calculs des politiciens. De toute façon, c'est notre pays tous. Ce débat ne va pas nous échapper. Mais pourquoi les débats commencent lorsqu'on est les échéances électorales approchent, on revient sur les changements ou la révision de la Constitution?
quel est le piège qui est dedans? Vous avez cité tout à l'heure le professeur Mbata. Chaque année, le 18 février, il organise toujours des conférences. Il n'a pas attendu les élections pour faire cela. Le professeur que je venais de citer, c'est Évariste Gauchard. Il a publié un livre là-dessus. Il n'a pas attendu les élections. Le professeur Kalouba. Mais quand il a publié un autre livre, Gauchard, bien entendu, sur l'inondation, tout ça, vous vous rappelez, et ceux qui étaient dans l'opposition, qui sont au pouvoir aujourd'hui, non, n'avaient pas digéré cela. Mais c'est pour ça que je t'ai dit que quand ils sont maintenant au pouvoir, ils ont compris ce que Bouchard avait compris tôt. Ils le rejoignent. C'est un grand constitutionnaliste de ce pays. Qu'on le dise ou pas, qu'on le veuille ou pas. C'est parmi les gens qui ont maîtrisé comment les choses se font. Il avait dit ça, mais on ne l'avait pas cru. Mais maintenant que les gens le croient, c'est pourquoi il dit lui-même que les débats sur la révision ou le changement de la Constitution devient inévitable. Et là aussi, lui, il précise, il ne veut pas de la Constitution, pas de la révision. Il ne parle pas du changement. Donc, si nous nous improvisons sur cette question, c'est parce que nous estimons que ça touche à nos vies. Mais des spécialistes de cette question existent, qui savent l'arithmétique, comme le dit le professeur Kalouba, de la Constitution. Ils savent le bien fondé de la Constitution. Ils posent le problème de la Constitution. Vous voulez qu'on aille toujours le professeur Ndaïwel. Il est encore en vie. Quand il a parlé ça, il avait vu les élections. Moi et le professeur Ndaïwel, en 2017-2018, nous sommes battus contre cette révision de la Constitution. Moi et le professeur Ndaïwel, au comité laïque de coordination. Nous sommes battus contre la révision de cette Constitution. Maintenant que nous comprenons ce que les autres avaient compris tôt, voilà, nous sommes avec eux. Pour quand même qu'on étudie, pour sauver ce qu'il faut sauver, du moins ce qui est fondamental et lié à notre avenir. Le professeur s'était battu aussi contre cette révision. Mais quand il a annoncé ça, est-ce que c'était à l'approche des élections? Il a été critiqué dans tous les sens. Je l'ai rencontré même dernièrement pour discuter avec lui sur d'autres questions. Il dit, mais j'ai dit ça il y a très longtemps. Les gens ne me comprenaient pas. Des choses dans le monde, il y en a qui peuvent comprendre aujourd'hui, il y en a qui comprendront 10 ans après. Est-ce que ça permet à Fayulu de se calmer avec ces lieutenants qui passent dans des télévisions pour dire niet pas qu'ils sont touchés à la Constitution, monsieur le Président? Mais le problème, c'est qu'ils disent qu'il ne faut pas toucher à la Constitution. Il faut qu'il y ait une base légale. Oui, ça. Ceux qui disent qu'il faut toucher à la Constitution, ils ont une base légale. La Constitution elle-même dit qu'il faut me toucher. On peut réviser. Le changement, là, même vous êtes opposé. Moi, je suis opposé. Au changement. Parce que, allons dans les termes de la Constitution pour être plus légal. Maintenant, ceux qui disent ne touchez pas. Il y en a qui sont clairs, qui disent qu'il faut quitter la Troisième République, changer la Constitution, entrer dans la Quatrième République. C'est leur droit. C'est leur droit. Parce que là, ça, c'est la liberté d'expression. C'est de leur droit d'expliquer. Si le consensus de tout le Congolais estime que nous pouvons quitter d'une république à une autre, nous tuons qui? Nous ne tuons personne. C'est pour cette raison que je dis, laissez tout le monde s'exprimer sur cette question dans tous les sens. Surtout dans la tolérance. Moi, j'ai défini la démocratie comme la cohabitation des contradictions dans la tolérance. Et c'est ça que moi je pense. On doit laisser. Il ne faut pas dire que non, tu l'étais, ne lapider personne. C'est un bon débat. Excellent. Et nous devons aller dans ce sens-là. Nous finirons par nous entendre. Mais dans tout le cas, l'arbitre principal existe. Le souverain primaire. Il tranchera. Alors, lorsque nous revenons maintenant dans la faisabilité, il faudra laisser aux constitutionnalistes seuls de pouvoir mener le débat, mais aussi passer, s'il faut réviser, parce que souvent, des fois, dans leur cercle, ils pensent que les autres qui viennent s'ingérer dans les matières constitutionnelles ne comprennent absolument rien. Et donc,
à eux seuls. Vous savez qu'il y a un corps des constitutionnalistes congolais. Est-ce qu'on peut leur laisser cet apanage? Lorsque on aura dégagé le consensus et les orientations, maintenant on donnera aux spécialistes. Maintenant en musique. Mais on ne peut pas interdire un sociologue de parler. On ne peut pas interdire un politicologue de parler. La condition n'est pas que juridique. C'est politique, c'est sociologique. Ça prend en compte les réalités de la communauté et de les adapter à comment les adapter à l'environnement. Maintenant, il y a des gens, c'est comme un médecin. Tout le monde peut parler de la maladie, mais tout le monde ne traite pas la maladie. Mais on peut donner les orientations qui peuvent amener le médecin à se réveiller ou donner le diagnostic qu'il faut. Donc, il y a des techniciens qui pourront maintenant nous mettre le consensus qui sera dégagé en musique tel que ça existe sur le plan scientifique. Mais on ne peut pas dire que ça reste le débat des constitutionnalistes seuls. C'est le débat aussi des politiques. C'est le débat des sociologues. C'est le débat aussi des chefs coutumiers. Oui, parce qu'on va parler de terre dedans. Et il s'approche à la terre, alors que la loi parle que c'est la terre appartient à l'État, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas dans ce cas, parce que ça engage l'avenir de toute une nation. C'est l'ensemble des acteurs, multi-acteurs de tout le pays qui engagent le débat. Maintenant, c'est les techniciens, les constitutionnalistes, qui pourront nous aider à mettre tout cela en musique de manière à ce que notre avenir se dessine autrement. Donc, je pense que ce n'est pas seulement un débat réservé à eux, il est réservé à eux techniquement, mais c'est un débat politiquement, socialement, ouvert à tout le Congolais. Il y en a qui pensaient qu'il faille retourner la question, les débats chez les scientifiques, les professeurs d'université qui peuvent se réunir et sortir une ébauche qui fera, que l'on peut amener au référendum pour avoir l'adhésion populaire. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, multidisciplinaire. Hein? Voilà, vous venez même de corriger. Je pense que cette question, une fois le débat engagé, les tendances, une fois dégagées, on peut maintenant constituer une commission. C'est pour cette raison même qu'il faut qu'il y ait le dialogue. Je comprends pourquoi il doit y avoir le dialogue. Parce que cette question doit aussi être inscrite dans l'agenda du dialogue. Mais pas le dialogue compris comme le centre de nous faire piéger avec les terroristes pour fragiliser notre dispositif de sécurité, de gouvernance de la République. Pas ce dialogue-là. Pas ce dialogue, on va discuter pour le partage des pouvoirs, comme si nous avons une crise institutionnelle. Je ne pense pas. Donc, c'est de cette manière que les techniciens, lorsqu'ils auront le consensus dégagé, ils pourront nous dégager un outil de gouvernance de la République, un outil qu'on appelle la loi fondamentale, qui est adapté à la situation actuelle du Congo, qui du reste peut aussi être révisé dans les prochains jours. Vous ne craignez pas qu'il y ait une main noire des impérialistes ou des étrangers qui pourront peut-être financer les travaux, vous accompagner en coulisses pour pouvoir encore piéger comme ça a toujours été, hein, nos lois même, bon, piéger, ou ceux qui font les lobbying pour se retrouver dans la loi, ou bien vous piégez vous-même dans vos lois. Voilà pourquoi le dialogue doit se tenir au Congo, pour éviter toutes ces pressions. Il est un dialogue des Congolais pour les Congolais. Ce n'est pas un dialogue des impérialistes, c'est un dialogue des Congolais. C'est pourquoi nous croyons qu'il doit se tenir au Congo et que tout doit se faire par les Congolais. Pour une fois dans l'histoire de ce pays, nous devons nous parler franchement et mettre un outil de gouvernance de la République qui peut encore 20 ans. Ils peuvent après 20 ans le revoir. Peut-être que nous ne sera pas encore là. D'autres qui viendront peuvent le revoir et l'adapter à cet environnement-là d'avenir. Donc, c'est une interpellation aux Congolais qui portent des agendas extérieurs, qui tuent leurs propres frères et sœurs,
au lieu de les sauver et ils les tuent. Donc, nous tous, nous devons être, comme le dit le professeur Noël Tchani, loyal à notre pays. Et c'est ça que nous allons faire. M. Kabila parlait de ne pas trahir. Mais aujourd'hui, nous ajoutons, nous devons être loyaux au Congo. Et ça, c'est ce que moi, je veux commencer à faire. La loyauté à la nation congolaise reste une valeur qu'il faut cultiver. Nous n'avons pas l'amour de la solidarité nationale. On attaque un Congolais par un autre Congolais. Ça doit s'arrêter. Le patriotisme, c'est pour cette raison d'ailleurs, les ministères comme le ministère des droits humains, le ministère de la justice, le ministère de la jeunesse, une nouvelle citoyenneté, voilà la matière. Malheureusement, tous ces questions ne sont pas assez soulevées. On n'a pas le sens d'appartenir à une nation qu'il faut sauver. Et là, nous nous trahissons tous. C'est ce qui nous arrive tout le temps. Voilà. Mais lorsqu'on dit on entre dans le monde des intérêts, lorsqu'on ne trouve pas son intérêt, c'est ce qui dérange. Vous savez, les intérêts que nous sommes en train de parler, il s'agit des intérêts du Congo, sont au-dessus de mes petits intérêts comme individu. Mobutu a géré ce pays pendant 32 ans. Il est où? Sa famille est où? Kabila, 18 ans. Kassabou, Kabila, père. Ça ne sert à rien de s'amasser des milliards que vous ne saurez même pas emporter. Mais à côté de vous, il y a des gens pauvres. C'est pour cette raison, moi je parle au chef de l'État actuel, bien sûr, et à venir, de ne pas toujours regarder loin. Les gens qui peuvent aider à ce que la nation congolaise puisse retrouver son image existe au Congo aussi. C'est question de bien ouvrir l'œil. Il y a toujours des Congolais qui sont capables de gérer. Je suis en train de voir, moi je ne le connais pas, même pas son nom, le ministre des Travaux publics là. Cet homme-là, je trouve extraordinaire. Avec des chemises sur le terrain, mais vous verrez d'autres pompons, l'autorité. Il faut démystifier cette fonction. Il faut donner la chance aux Congolais de rêver qu'on peut vivre sans être ministre. On peut vivre sans être ministre. On peut travailler tout en étant ministre, mais dans l'intérêt des petits pauvres citoyens. C'est un bon modèle, quoi. Donc, sa simplicité la m'étonne. John Banza. Je crois. Sa simplicité la m'étonne. Vous ne sentirez pas que c'est le système ministre. Voilà le type de ministre que nous avons besoin. On n'a pas besoin de ministres toujours en veste, pompant tout le temps. Mais non, nous avons besoin de marquer les gens, les travailleurs. Je me suis toujours dit, bon, ça arrivera un jour. Il est rare de voir le ministre à pied. Moi, les jours où je serai ministre, on me verra à pied. Mais vous serez toujours en retard. Je sais à pied parce que le dimanche. Une petite vidéo qui circule sur la toile, une ministre japonaise en retard au conseil des ministres de 5 minutes. Elle a été obligée de demander pardon à la nation. Pour les retards 5 minutes. Oui, mais écoute, il faut faire la part des choses. Quand je dis le ministre à pied, ça dit qu'il faut banaliser. Vous le ferez une fois peut-être. Non, si je suis dans le... Je connais un ministre qui a pris un taxi. Voilà, je voulais le citer. C'est Liaou. Et c'était une fois, c'est fini. Mais qui vous dit qu'il ne le fait pas? On ne le voit pas dans les taxis. Mais parce que moi je l'ai vu encore sur la moto. Oui, ça. Juste pour impressionner. Non, pas pour impressionner. Parce que vous n'en parlez pas. Ils font beaucoup d'autres choses comme ça. Déjà, globalité, l'idée que je vais passer, c'est quoi? Il ne faut pas qu'on puisse mystifier une fonction qui doit être au service de la communauté. Il faut démystifier cela. Il faut le rendre simple. Accéder à un ministre ne devait pas être quelque chose de plus compliqué. Donc nous devons rendre ça simple. Mais ce qui compte, c'est quoi? Le travail qui nous rend. C'est ce travail-là qui compte. Alors, tout le temps, on voit des gens autour du chef, lui-même le chef, mais il doit voir, il y a des Congolais qui sont encore conscients, qui sont loyaux à la nation. Ce Congolais-là existe. Et ce Congolais-là, il faut les dénicher.
pour apporter leur pierre à la nation. Donc, nous ne disons pas que tous nous sommes mauvais, il y a quand même des mauvais et des bons. Pour cette histoire de la révision de la Constitution, dépassionnons les débats. Les débats doivent dépassionner. Dépersonnalisons les débats. Ne montons pas, si nous partons sur ces prémices-là, de la passion des individus, nous devons arrêter ce type de débat-là. Ça ne nous amènera pas au résultat. Donc, ces débats, comme je disais tout à l'heure, deviennent de plus en plus inévitables. Qu'on le veuille ou pas, nous devons l'affronter et le résoudre. Tout le monde entier, le premier point, c'est toujours le débat. Mais bien fondé, du travail. C'est pourquoi d'ailleurs. Quand on est contre l'idéologie du pouvoir en place, on devient soit étranger, soit en connivence avec les rebelles. Si vous ne dites pas ce qu'ils disent, ceux qui sont au pouvoir. Ça, c'est le combat politique des communicateurs politiques des uns et des autres. Il y a une nouvelle fonction qui s'est créée actuellement. Voilà le contexte congolais. Nous avons maintenant des communicateurs, soit parfois personnels, mais qui disent des choses parfois horribles, mais au nom de qui ils parlent, ces gens-là ne les reprochent rien. Il faut quand même un peu d'éthique. Donc, ce type de choses-là, ça, il ne faut pas suivre. Ça, c'est un discours politique pour déstabiliser les adversaires. Non, on n'a pas à s'alarmer. Moi, je ne m'attarde même jamais sur ça. Je suis insulté tout le temps. Sur des comptes Twitter, dans la presse, je suis insulté tout le temps. Je n'ai jamais répondu. Je n'ai jamais répondu. Et je ne répondrai jamais. Voilà. C'est de leur droit, mais c'est leur éducation aussi qui est reflétée de cette manière-là. Monsieur le Président Jonas Tchombela, avocat du peuple, merci. C'est moi qui vous dis merci. Voilà, mesdames, messieurs, qui met terme à cette émission Grand Défi de ce jour. Merci de l'avoir suivi. La suite au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.